Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de la Prakonesen Amuka. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. C'est tout simple, c'est gratuit. Vous cliquez sur le bouton s'abonner et vous activez la petite cloche pour recevoir les notifications lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée. Bienvenue à chacun pour cette 11e entrevue avec une viche, avec notre amie Ilialana comme d'habitude. Bonjour Ilialana, comment allez-vous? Bonjour à vous, je vais très bien, merci beaucoup. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent également. Qu'est-ce que vous avez fait de beau depuis notre dernière émission, depuis la 10e entrevue? Rien. Comment ça, rien? Bah non, vu qu'on enregistre 2 émissions à la suite. Bah rien. Ah, vous êtes d'une franchise qui vous honore. Ilialana, ah, vous êtes terrible. Ah bon? Bah pourquoi? C'est vrai. Bon, effectivement, vous avez raison, je vous taquine. Bon, eh bien, pour cette 11e entrevue avec notre ami Ilialana, eh bien, je change de fiche. Alors, le challenge elle-même, Ilialana, je vous pose des questions, vous répondez magnifiquement, vite et bien. D'accord? On essaye? On essaye, on essaye. Je promets rien, hein. Il pose des questions très intéressantes, alors forcément... Enfin, j'essaierai. Promis. Allez, on le tente. Alors, première question du jour. Ouais, ça va vous plaire, celle-là. C'est une question anonyme, très courte. Qui est Jésus pour vous? Ah oui, ouais, effectivement. Bah, remarquez, je m'y attendais, hein. Je me suis dit, elle allait tomber un jour ou l'autre, obligatoirement. Allez, ça, il fallait vous y attendre. Alors, qui est Jésus pour vous, Eliane? Alors, qui est Jésus? Oui. Alors, en dehors de la mythologie religieuse chrétienne, notamment, parce qu'il y a d'autres traditions qui connaissent le personnage qui ne sont pas chrétiennes, en l'occurrence, Jésus, euh, dont le nom Jésus est issu de l'hébreu Yeshvé, qui signifie, enfin qui a un sens, bon peu importe, celui qu'on appelle Jésus et qu'on reconnaît comme étant dans la tradition chrétienne le Fils de Dieu, voilà, qui est né il y a 2000 ans, tout ça. Je précise parce que les Rosicruciens croient en un maître Jésus qui est l'un des soi-disant aussi maîtres ascensionnés. Bon, tout ça, c'est de l'usurpation d'identité. Maître Sananda était quelqu'un tout à fait autre qui a essayé de se tailler une part de marché dans l'égrégore de la chrétienté, histoire de pouvoir faire une opération, une OPA, sur le plan subtil, tout ça, bien sûr, hein, mais enfin, c'est à peu près pareil. Non, sinon, Jésus, le Christ, eh bien, c'était une incarnation de l'absolu, parmi d'autres. Il y en a eu avant, il y en a eu après. Il n'a pas joué un rôle aussi puissamment fondamental que les chrétiens le présupposent. Évidemment, chaque tradition créée après l'incarnation d'un aspect de l'absolu essaye de faire de cette incarnation-là, l'incarnation la plus fondamentale qui existe, histoire de s'emparer un petit peu de ça et pouvoir jouer sur l'aspect essentiel pour maintenir les fidèles dans un carcan étroit, enfin exactement parfaitement le contraire de la volonté de cet aspect qui s'est incarné en général pour apporter simplement un message ayant évolué par rapport au message apporté par l'incarnation précédente, etc. Cela dans une longue lignée, quelque part, une longue série d'incarnations visant à préparer l'humanité traversant l'âge de fer, l'âge de l'ignorance, et de tous les mots, si je puis dire, au retour de l'absolu qui va, autant que possible, réinstaurer des principes, des lois d'évolution claires, stables et saines, contrairement à l'anarchie et au chaos de l'âge de fer. Bon, là aussi, l'âge de fer, c'est un concept, tout le monde le connaît pas forcément, hein. C'est très bouddhiste hindouiste, ça, le Kali Yoga, c'est, bon. Là encore, il faudrait rentrer dans les détails. Enfin, à ce moment-là, je vous invite à faire vos propres recherches concernant
les aspects que vous pourriez ne pas connaître. Kali Yoga, K-A-L-I, plus loin, Y-U-G-A, par exemple. C'est très connu, hein, aujourd'hui, c'est très à la mode. Bon, s'il y a des aspects éventuellement qui vous semblent difficilement compréhensibles, vous pouvez toujours vous rendre sur le site archimagister.com qui donne quand même pas mal de détails par rapport à ces concepts-là. C'est quand même le point d'information le plus au fait de tout ça, puisqu'il a quand même ce qui est en arrière-plan de ce site, a quand même travaillé depuis longtemps à défaire l'ancien système. Nous sommes ici que l'aboutissement de ce travail préparatoire qui a débuté, vraiment débuté dans les années 60. Bon, bref, Jésus est une incarnation d'un aspect de l'absolu. Il a été adombré par un rayon particulier, le rayon amour. Et là, je dirais amour-force. La force a été, l'ennemi a fait énormément d'efforts pour faire oublier le côté force de cet amour. L'amour, c'est pas de la faiblesse, c'est pas de la mièvrerie, c'est de la prestance, de la folie et de la force. Bon, on peut difficilement dissocier amour et force, curieusement, tout le monde l'a toujours fait, on voit ce que ça a donné, le résultat n'est pas terrible. Enfin, voilà, c'était une incarnation liée à cet aspect-là, à l'aspect amour, comme le Bouddha, une incarnation de l'absolu, basée sur l'aspect compassionnel, par exemple. Il y a une teinte prédominante chez chacun, bon, chez lui, c'était ça. Et il a été adombré également par des énergies messianiques parce qu'il avait pour responsabilité, entre autres, de faire passer l'humanité dans l'ère du poisson, l'ère du bélier qui avait été ouverte quelques 2000 ans avant par Rama. Lui était là pour ouvrir l'ère des poissons. Et quelques 2000 ans plus tard, un aspect de l'absolu s'est incarné pour ouvrir celui du Verseau. Dans 2000 ans, un autre s'incarnera pour ouvrir celui de... Enfin, bref, voilà. Donc c'est un enchaînement finalement d'une logique incarnationnelle propre à l'absolu pour venir apporter les éléments complémentaires à l'humanité. Voilà, ni plus, ni moins. Avec le recul, voilà, sans plus. Alors les bouddhistes accordent une importance absolument majeure au Bouddha, au mépris de toutes les autres, hein, bien sûr. Hein. Les musulmans accordent un crédit absolument fondamental à Mahomet, les chrétiens absolument extraordinaires à Jésus. Bon ben, oui, mais tout est extraordinaire, pris isolément. Mais dans l'ensemble de toute cette histoire, il n'y a que les incarnations successives de l'absolu, chacune a son importance en contexte, certaines plus, certaines moins, mais globalement c'est l'absolu. Et l'importance de la présence de l'absolu au milieu des hommes est toujours importante parce qu'il y a toujours à apporter quelque chose. Voilà. Et il est certain que dans les temps qui courent, ce n'est plus un aspect isolé, incarné quelque part, que l'ennemi essaye de pister pour le dégager le plus vite possible, récupérer son enseignement pour le frelater, ça c'est le passé. Maintenant, nous avons terminé depuis longtemps, depuis plus de 30 ans, l'âge de fer. Donc forcément, ça crée des révolutions dans le climat vibratoire de la planète et dans la conscience collective de l'humanité, qui se met un peu à niveau, autant que possible. Et eh bien, la présence de l'absolu diffère de celle qui était manifestée dans le passé, tout seul, au milieu des loups, enfin les loups, dans tout le respect des loups, ceci dit. C'est un abus de langage. Au milieu des hyènes, on va dire. Voilà, c'est beaucoup moins sympathique. Alors que aujourd'hui, l'absolu revient en force. Et plus le temps va passer, plus fort il sera. D'ailleurs, ça renforce de jour en jour, je voudrais dire. Enfin voilà, pour Jésus, bon, il n'y a rien de tellement plus à en dire. D'accord, c'est le mérite d'être relativement court et concis. Merci pour ça, merci pour l'effort. Je vous en prie, on fait ce qu'on peut. En revanche, effectivement, ça va peut-être pas faire énormément plaisir aux chrétiens qu'ils soient. Écoutez, on me demande de répondre aux questions, je réponds aux questions. Je suis pas là pour faire plaisir aux uns ou aux autres, mais dire les choses telles que nous les percevons avec le recul énorme qui est le nôtre. Hein, c'est bien l'enjeu de ces vidéos finalement.
Ah, mais complètement, il n'y a pas à se méprendre, hein. C'était une simple remarque. C'est un fait, hein, ça risque de pas plaire. Bon, enfin bon, à la limite, la vérité a cela qu'elle n'est pas forcément toujours plaisante à entendre. Ah, alors ça c'est du vécu et c'est du quotidien, ça je peux vous le garantir. Mais oui, je le sais bien, je le sais bien. Eh ben alors, autre question de la même personne. La Bible affirme que Jésus reviendra parmi nous. Confirmez-vous cette affirmation? Non. Non, je ne confirme pas cette affirmation parce que le Christ lui-même a dit, le Fils de l'homme reviendra. Il n'a jamais dit, je reviendrai en personne. Ça, c'est de l'interprétation pure et simple des autorités religieuses depuis très longtemps. Ça maintient les gens en attente de quelque chose qui n'arrivera pas comme ça. Et puis même si ça arrivait de toute façon, ça n'arrangerait pas les gens ni le clergé, donc ce serait nié. Non, non, non. Non, Jésus, il n'a jamais été question que Jésus revienne. Il a annoncé que un aspect de l'absolu reviendrait sous forme humaine, comme lui, quoi, avant que cette génération ne finisse, c'est-à-dire avant que l'âge de fer ne finisse. L'âge de fer, obligatoirement, doit accueillir un aspect de l'absolu incarné pour pouvoir arrêter cet âge de fer et enclencher autre chose. Il fallait obligatoirement qu'il vienne avant. Donc ça a déjà eu lieu, mais ce n'était pas Jésus. D'ailleurs, je dirais, il n'y a pas un, mais deux aspects de l'absolu qui sont déjà incarnés entre-temps, depuis la zone fin d'âge de fer, et si on compte Mahomet, ça en fait trois. Et il y a de toute façon des incarnations additionnelles, discrètes, dont on n'entend pas parler, qui sont là au cas où, et qui balisent un peu le chemin. Donc, mais non, Jésus en tant que Jésus, avec les longs cheveux, qui n'avait pas les longs cheveux d'ailleurs, et qui n'était pas barbu non plus, ça c'est de l'iconographie au Moyen-Âge, puisque les longs cheveux étaient à l'époque un symbole de royauté, attribué au Christ. Donc il était à la romaine, hein, donc rasé, cheveux courts. Non, Jésus ne reviendra pas en tant que tel, de toute façon. L'absolu, oui, mais Jésus ou l'un ou l'autre, il faut pas s'arrêter au visage, à l'aspect, à la forme, à la couleur des yeux, à la longueur des doigts. Non, il faut voir l'absolu, voir ce qu'il y a derrière. Une incarnation n'est qu'un réceptacle de quelque chose de précieux qui est là pour une raison très précise. Cette raison est précieuse. L'incarnation est véhiculaire, si je puis dire. Rien de plus. Je sais, je vais encore faire grincer les dents et on va me traiter d'iconoclaste. Mais tant pis, c'est comme ça. Oui, mais on a l'habitude maintenant, hein. Tout va bien. Bon, voilà, qui est fait. Deuxième question, de quelqu'un d'autre. Anonyme toujours. Bonjour, quel genre de gouvernement aurons-nous lorsque la transition sera faite? Oh là là, mais vous vous rendez compte de la question que ça représente, ça? On pourrait écrire un livre de cette question, de la réponse. Je sais bien, mais il faut bien faire avec. Alors? Enfin, on ne peut pas répondre à une question pareille en 5-10 minutes, c'est pas possible. Ou alors on écarte, mais c'est contre notre éthique. Alors, on fait quoi? On y va. C'est la seule chose à faire. Oh là. Quel genre de gouvernement? Alors, je sais pas comment répondre à ça, c'est terrible. Oh là là, c'est tellement compliqué. Bon, pour essayer de faire simple. Pour le coup, il n'y a que ça à faire, effectivement. Bon, alors, je vais dire que tout d'abord, j'ai souvent parlé d'un passage pour reprendre le système monétaire par exemple, à un système monétaire éclaté comme on l'a aujourd'hui, fragmenté, hein, des devises partout, différentes, avec évolution des marchés, pour arriver à finalement une devise unifiée, la même pour tout le monde, pour éviter les problèmes les frais de change, les problèmes de douane, les problèmes de tout ça. Donc l'unification. Nous sommes dans l'unification. L'ennemi est dans la globalisation oppressive. Alors ça peut prendre la même forme, mais en fait les résultats sont complètement divergents.
Même pour le principe d'un gouvernement, c'est un peu pareil. Les globalistes veulent un gouvernement mondial pour avoir une seule autorité oppressive sur tous les peuples d'un coup. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus pratique forcément. Nous savons que un gouvernement mondial serait indispensable à l'unification des peuples. Ce serait la seule et unique manière de parvenir à faire en sorte que les pays en quantité indépendante cessent de se taper dessus parce qu'ils ont des divergences. Enfin, en l'occurrence, les pays ne se font pas la guerre parce qu'ils ont des idées divergentes, mais parce qu'on leur demande de faire la guerre, parce que ça profite au système bancaire, fondé, comme je l'ai souvent dit, sur le principe de l'économie de la destruction. Donc là, forcément, il faut bien détruire. Le meilleur moyen de détruire, c'est de faire une guerre. C'est ce qui va le plus vite, et qui est le plus rentable, puisque pour faire une guerre, il faut des armes, et les armes, ça se vend, et que ça rapporte de l'argent. Bon, voilà. Là, on a un peu fait le tour du système actuel. Donc, pour éviter les problèmes de conflit, un gouvernement pour la Terre entière, pour tous les peuples de la Terre, qui finiront par devenir le peuple unifié du royaume de Terre-Mère, avec à sa tête la représentation d'une forme de royauté. Ça a souvent été, ça a été subodoré avec le mythe, qu'il soit vrai ou faux, du grand monarque, du retour de l'absolu qui prendrait une place royale. On parlait du Christ tout à l'heure, il reviendra dans sa gloire, pour régner au milieu des hommes. Bon, on est un petit peu dans cette alternative-là, hein. Encore une fois, image mythologique et imagerie d'Épinal en moins. Mais le but, c'est ça, c'est avoir quelque chose d'unifié. Quand on est unis, on ne se tape pas dessus, sinon on est divisé, obligatoirement, hein, c'est pas très difficile à comprendre. Donc, pour que tout le monde s'entende, il faut unifier tout ça. Alors, unifier ne veut pas dire uniformiser. Alors, les pays en tant que tels disparaîtront, ça deviendra des provinces. Et ces provinces seront liées au royaume. Alors, ce ne sera pas le royaume d'un homme qui se prétendra être Dieu, c'est le royaume de Gaïa. Elle est la reine, elle est la suzeraine quelque part. Et elle met son royaume, à savoir la planète, elle le met à disposition de l'absolu qui s'incarne pour, de manière bipolaire, donc autant homme que femme, ce que nous appelons le couple sacré, mais non pas pour régner au sens où on l'entend. Chaque province, chaque pays devenu province, qui auront peut-être pas tout à fait les mêmes délimitations qu'ils l'ont aujourd'hui sous forme de frontières politiques, les provinces devront se gérer elles-mêmes sur base des grandes lois qui seront édictées par l'absolu et qui auront pour objectif de baliser le terrain pour éviter les débordements, éviter les abus, éviter voilà, les possibilités de contourner les règles établies pour pouvoir abuser, profiter, etc. Ce qu'a toujours fait l'ennemi. Dès qu'on a un opportuniste qui se présente dans une population, hop, l'énergie, quelque part, l'égrégore, la substantifique moelle de ce qu'est l'ennemi au niveau principiel, fond dessus pour s'emparer de sa possible expression malsaine de manière à pouvoir reprendre l'ascendance. Donc pour éviter ce genre de choses et pour être certain de baliser la route, je reviens éternellement sur mes histoires de comment on appelle ça maintenant, les bandes métalliques sur le bord de la route qui permettent, qui évitent aux voitures de risquer de tomber s'il y a un problème. Elles cabossent un peu leur voiture, il y a le cabosse la rambarde, voilà la rambarde. Mais au moins la voiture ne tombe pas. La gravité est quand même maîtrisée par ces rambardes. Alors là c'est pareil. Nous représentons les rambardes instaurées par ce gouvernement, gouvernement central, qui a pour vocation, en l'exercice de ce pouvoir
par le couple sacré d'une part, de représenter un modèle comportemental absolument sans faille, un modèle de vertu au sens vraiment propre du terme. Nous, les Dwich, qui entourons ça, qui les entourons eux, et qui entourons l'humanité aussi, qui faisons le lien entre le couple sacré et la population mondiale, avec cette possibilité de s'auto-organiser en petits îlots que seront ces provinces, mais qui devront rendre des comptes et qui rendre des comptes en termes de probité, hein, et qui pourront s'exprimer dans un contexte parlementaire malgré tout. Donc des petits fragments du meilleur de la démocratie qui n'a jamais été appliqué nulle part, là du coup pourra s'appliquer. Les gens et les peuples auront cette possibilité de pouvoir s'exprimer et de pouvoir débattre de choses permettant les progrès, l'évolution pour tous, au détriment de personne. Ce sera pas les grandes industries au détriment des gens, certainement pas. L'humain sera au cœur de toute chose, et autour de l'humain viendront graviter les éléments qui pourront articuler une civilisation qui sera au service de l'être humain, et non pas l'être humain au service de la finance. Je transpire un peu, c'est quand même pas évident de donner une image vraiment. Je ne sais pas comment ce que je dis peut être perçu par ceux qui écoutent. C'est ça le problème, parce que en m'étendant un peu dans les détails, il y a moyen de poser des balises et des jalons. Là, j'avoue que j'y vais un petit peu comme ça. Mais disons, ça donne une image. Encore une fois, ça correspond profondément à un nouveau paradigme dans lequel on n'est pas encore tout à fait installé, hein. Il y a quand même une petite marge. Et on peut difficilement imaginer, on ne peut pas, d'ailleurs même pas difficilement, on ne peut pas du tout imaginer un autre paradigme que celui dans lequel on se trouve. Quand on sera dans le suivant, on dit mais comment a-t-on pu ne pas vivre comme ça depuis toujours? Mais pour l'instant, non, les gens collent ce qu'on leur dit de nouveau à ce qu'ils connaissent déjà, et puis finalement ça crée des aberrations, des incohérences, donc on peut difficilement expliquer ça. Mais bon, globalement, c'est ça. On a une tête qui n'exerce pas un pouvoir oppressif, mais qui représente un modèle comportemental, une base de référence, un conseil éclairé. Et à partir de là, des lois justes et équitables pour tous sont faites, sur base desquelles lois les provinces unifiées autour du royaume de Gaïa, et des grandes lois, des grandes vertus qui devront être respectées par ces mini-gouvernements provinciaux, et qui aura pour objectif de gérer rationnellement, correctement et de manière évolutive, encore une fois, autant la population que les ressources, dans le respect de toutes les formes de conscience constituant leur délimitation provinciale, que ce soit les êtres humains, que ce soit les animaux, que ce soit les végétaux et les minéraux, auxquels on ne pense que rarement. Parce que les minéraux, même s'ils n'en ont pas l'air, sont des êtres sensibles qui pensent, qui éprouvent. Exactement comme n'importe quel être. Nous considérons le minéral comme faisant partie du vivant. D'ailleurs, il a été, il y a des années de ça, mis en évidence qu'il y avait une forme de circulation fluidique à l'intérieur des minéraux. C'était pris au microscope électronique. Et dit, c'est incroyable, mais on se trouve, on dirait, face à un être vivant, mais qui fonctionne beaucoup plus lentement. Et en fait, cette trace a complètement disparu de la planète. L'ennemi s'est chargé de l'évacuer pour que le minéral soit considéré comme étant de la caillasse, jolie peut-être, éventuellement, mais pas plus. Alors que ce sont véritablement des êtres vivants et pensants. Leur mode de conscience est très lent, quelque part. Enfin, leur mode d'évolution est vraiment, vraiment très lent.
Une pierre, ça pousse, hein, mais l'être humain n'est pas capable de le voir, forcément. Sa durée de vie est trop courte et l'effondrement quantique de la réalité mentale est beaucoup trop rapide pour que celle du minéral lui soit perceptible. Il voit l'objet inerte alors qu'en fait, il ne l'est pas. Enfin bref, tout ça pour dire que le champ de conscience va devoir s'étendre au plus large possible et permettre à tout un chacun, encore une fois, comme on le disait dans la vidéo précédente, de s'ouvrir à des réalités beaucoup plus vastes et finalement permettre, simplement parce qu'on le percevra, une gestion parfaitement rationnelle du vivant, toute catégorie confondue, tout règne de la nature confondu, face aux perspectives d'évolution de tous, chacun en cohésion avec tous et autour d'un principe fédérateur profondément bienveillant à l'égard de tous que représente le couple sacré au cœur de l'apolitocratie. Apolitocratie veut dire le règne de l'absolu. Je pense pas qu'on puisse en dire beaucoup plus que ça, même si très probablement ce que j'ai dit ne sera pas forcément compris comme ça le devrait, le jour où chacun sera mis en face de cette existence-là. Là, peut-être que ceux qui auront entendu mes paroles se souviendront et diront, ah voilà, maintenant je comprends. Donc disons que cette réponse n'est peut-être pas destinée à éclairer la personne qui l'a posée et ceux qui écoutent maintenant, mais peut-être pour plus tard. Eh bien, merci Iliana. Excusez-moi, j'écorche votre nom. Merci pour cette réponse. Finalement, vous en êtes bien sorti. Hein. Bon, c'est vrai que ça a pris un petit peu de temps, mais je conçois que ça puisse être difficile de faire quand même plus court. Un peu quand même, oui. J'en ai peur. Ouais. Allez, on va considérer cette réponse comme une bouteille lancée à la mer et il adviendra ce qu'il adviendra. Oui, je suis d'accord. C'est la meilleure chose à faire, en effet. Allez, on va continuer en essayant de faire vite, je suis désolé. Autre question de la même personne, les medbeds, donc medical bed, je suppose. Ouais. Les medbeds existent-ils? Il s'agirait de lits médicaux régénérants. Alors oui, ça existe. On appelle ça les caissons de régénération. C'est à l'usage exclusif des très hautes têtes de l'ennemi, bien évidemment, et de ses serviteurs les plus ailés. Ça permet une véritable régénération. Effectivement, c'est une technologie issue d'une exocivilisation, sans doute. Encore que l'Atlantide connaissait ce genre de choses à l'époque, plus ou moins. Mais là, oui, ça existe absolument. D'ailleurs, nous avons absolument tout saboté. Il y a quelques années de ça. Les derniers caissons qui ont été fabriqués, datés, les tout derniers étaient de 2014 et nous les avons entièrement sabotés avant qu'ils puissent arriver à leur destinataire. Donc ça, mais la technologie sera quand même plus ou moins conservée. Je pense pas que ce soit tellement utile dans le cadre de ce nouveau paradigme. La dégénérescence et la maladie seront envisagées de manière complètement différente. C'est-à-dire que le paradigme lui-même fera en sorte que l'usage de ces caissons sera rendu obsolète, tout simplement. Il n'y aura plus besoin de les utiliser parce qu'il n'y aura plus de dégénérescence et il n'y aura plus de maladie dans le sens où on l'entend. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a été fait pour l'ennemi, pour que les conséquences naturelles de son comportement qui est dégénératif puissent être contrebalancées par une technologie qui leur permette de perdurer. C'est de l'aberration à l'état quasi pur. Néanmoins, vous en savez quelque chose, hein, néanmoins, un projet de construction équivalente de ces caissons, mais avec une complètement autre chose, quelque chose de très puissamment régénérant est à l'étude. Alors je dis pas pour l'instant parce que c'est vraiment pas le moment, mais
pour les cas le nécessitant, le requérant, il y aura moyen d'avoir quelque chose de très efficace à l'usage de tout le monde. Et bien évidemment, gratuitement, puisque ça touche la santé, et que la santé, tout ce qui est en rapport sera gratuit après. Voilà. Eh ben voilà, clair, net et précis, c'est parfait, j'aime ce genre de réponse. Intéressant en tout cas à suivre hein, cette histoire de caisson là pour tout le monde. Oui, le moment venu, il n'y a pas de souci, vous verrez. Enfin, oui, vous verrez, oui. Bah, nous verrons tous. Enfin, nous, on n'aura pas besoin, mais ça fera du bien à beaucoup de gens, parce que les gens sont vraiment très abîmés. Ça permettra de relever un peu. Bon, enfin, on n'en dit pas plus. De toute façon, ça appartient aux futurs proches. Donc, le moment venu seulement. Ok, donc on passe à la question suivante, de la part de quelqu'un d'autre, anonyme toujours. Alors, l'intitulé est quand même franchement long. Apparemment, il y a beaucoup de questions dans cette question censée être unique. Alors, je vous lis l'ensemble. Hein. Je vous remercie des combats et de l'éradication de l'ennemi extérieur que vous menez pour les humains. Ah, il y en a quand même. Hein. Ah, ça c'est assez rare, et c'est d'autant plus précieux que ce sont des combats qui ne sont pas, comme je disais dans la vidéo précédente, qui n'émergent pas sous forme d'événements susceptibles de pouvoir être perçus par tout le monde. Il y a des dérivés, des vagues conséquences qu'on peut percevoir, mais ce n'est pas flagrant du tout. Alors, nous remercier pour quelque chose qui n'est pas forcément visible immédiatement à la vue de tout le monde, c'est réconfortant. Merci en tout cas. Merci pour vos remerciements. Ouais, je conçois que ça puisse faire plaisir. Alors, donc, jusqu'à quel point allez-vous débusquer et éradiquer l'ennemi ? Je veux dire jusqu'à quelle strate ? À l'échelon international, national, régional, si je peux exprimer cela en ces termes. Qu'en sera-t-il pour la strate locale ? Qu'en sera-t-il pour la strate du plus petit macrocosme comme un quartier ? Car il y a des gens qui désespèrent de ce parasitage, de cette nuisance, que ce soit sous forme d'individus seuls, mais généralement regroupés, que ce soit dans les institutions ou hors d'elles. Est-ce que vous ferez le ménage ou alors un événement précis où certaines circonstances se chargeront de mettre fin à leurs méfaits, tout en notant que vous aviez dit qu'il resterait, enfin bon, etc. Alors, on a compris le fond de la question, donc jusqu'à quelle profondeur cette désinfection sera-t-elle opérée, finalement ? Oui, alors, intéressante question. Eh bien, en l'occurrence, ce nettoyage, cette désinfection, cette extraction de l'ennemi, cette éradication pure et simple, sera effectuée jusque dans les moindres radicelles. Vous parlez de quartier en tant que tout petit microcosme. Moi, je parlais d'un placard. Si dans une boîte de placard, il reste une rognure d'ongle qui appartient à l'ennemi, on le mettra au feu. On débusquera toutes les traces, visibles ou non à l'humanité, ou qu'elles restent, ou qu'elles se cachent, ou qu'elles soient terrées au fin fond d'un gouffre, ou sous la forme d'un pauvre petit vieux dans une maison de retraite qui a du mal à marcher tout seul. S'il est une haute carrure de l'ennemi, parce qu'il y en a des comme ça, qui ont l'air de rien, qui attirent la pitié, qui ne font rien, et en fait ils sont des piliers dans le système, aussi étrange que ça puisse paraître, oui, parce que les personnes les plus influentes et les plus puissantes ne sont jamais celles que on vous désigne à la télé comme étant les plus hauts responsables. Si on devait regrouper les 1000 personnes les plus influentes au cœur de l'ennemi, les arrêter, on arrêterait des gens dont vous n'avez jamais entendu parler, qui sont d'une insignifiance absolue, qui peut être plombier dans son quartier, ça existe en l'occurrence. Je pense à l'un d'eux, il n'est pas plombier, mais enfin c'est tout comme, et il n'est rien. Et pourtant, il est l'un des numéros 1. On parlait de la reine d'Angleterre comme étant vraiment au sommet. Bon, la reine d'Angleterre n'est plus la reine d'Angleterre, mais enfin, peu importe. Elle joue le rôle et ça suffit. Alors, elle incarne
cette fonction-là. Mais même la reine d'Angleterre a son maître. Et ce maître-là peut être un mendiant dans la rue. C'est hallucinant, hein, leur système hiérarchique qui se boucle sur lui-même. C'est dingue. On a mis un temps fou à comprendre ça, parce que c'est complètement chaotique comme système. Ça fonctionne en contexte, mais bon, ben voilà. Mais qui qu'il soit, hein, que ce soit un président, enfin un gouverneur d'une banque centrale, la Banque centrale européenne ou la Banque mondiale, ou que ce soit un petit coiffeur d'un coin de rue, à partir du moment où il s'agit d'une tête pensante de l'ennemi, il y aura éradication. Clair, net et précis. Jusque dans les moindres interstices des antres les plus profonds, ou à la vue de tous, ou cachés de tous. Rien n'y échappera. Je pense que on peut pas faire plus précis comme réponse. Effectivement, ça a le mérite d'être clair. Alors, nous avions prévu encore 2 questions, mais qui risquent... en fait, il y en a plusieurs en 2. Enfin, plusieurs en une, multiplié par 2. Je pense qu'on n'y arrivera pas, à moins de déborder vraiment, et j'aimerais bien qu'on se tienne au format initial. On les passera la prochaine fois, c'est promis. Par contre, il y en a une que nous avons oublié la dernière fois. Dans la vidéo 9, il me semble, nous étions déjà très en retard également. Parce que cette personne a posé 2 questions, on en a traité une et pas l'autre. Alors là, ça devrait être très simple, très rapide, c'est pour ça que je la pose maintenant. Comment faites-vous pour redonner ces lettres de noblesse aux médias qui servent à nous informer ? Et ce sera la dernière question pour cette entrevue-ci. Donc, comment leur donner les lettres de noblesse ? Oui, effectivement, là c'est quand même relativement facile. Mais à partir du moment où la presse fait son travail et qu'elle le fait honnêtement, ces lettres de noblesse lui sont acquises de fait. Il n'y a pas, on n'est pas dans une logique de, comment on peut appeler ça, de contrition, vous voyez, ou de, il va falloir payer pour les méfaits causés, et puis suite à ça, si vous souffrez bien, vous pourrez, vous serez pardonné, vous pourrez revenir sur le droit. Non, ça c'est de la manipulation ennemie, ça. Non, simplement que la presse fasse son métier honnêtement, qu'elle arrête de se faire l'instrument de la manipulation des masses, que la vérité soit privilégiée au détriment du mensonge pur et simple, du détournement de la vérité ou de l'influence, de l'orientation systématique de l'opinion publique, mais simplement que les faits soient rapportés tels qu'ils sont, sans privilégier ou désavantagés. Voilà, merci, décidément, heureusement vous êtes là. Voilà, sans que ce soit, sans avoir un esprit toujours partisan, voilà. Non, à partir du moment, la presse est là pour rendre compte de faits. Eh bien, qu'elle rende compte de faits. Bon, ce sera interprété obligatoirement, hein, j'ai toujours dit, tout est toujours la vérité qui est interprétée. Il y a une vérité ultra pure, ça veut pas dire grand-chose. On est forcément obligé d'interpréter à sa façon ce qu'on voit, ce qu'on ressent, de ce qu'on voit, etc. Mais peu importe, si c'est fait honnêtement, sans tirer de conclusion, de pré-conclusion, ou de décider que, parce que là, les choses, telles que la presse les a mises en route, c'est de la pure manipulation. On sort de contexte une image, on sait que ça vient d'un contexte précis, mais on n'en tient pas compte. On invente un autre contexte qui va arranger le système. C'est plus que se tromper ou pas être honnête. C'est faire de la malhonnêteté son métier. Alors je parle pas des reporters sur le terrain à la limite. Eux, bon, encore que on a vu des cas où des gens, des journalistes étaient en poste pendant 2 heures à prendre des cafés chauds la nuit en attendant que l'événement qu'on leur a demandé de couvrir se produise parce qu'ils savaient qu'il allait se produire. Et puis au moment où ça commence, oh là 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 là, on est en plein, c'est la surprise. Écoutez ça, c'est incroyable. Mais que se passe-t-il? Alors que
ils savaient très bien que l'événement allait se produire et ça faisait 2 heures qu'ils attendaient de pouvoir jouer leur comédie. Parfois ça va extrêmement loin. Alors il y a des gens dans cette industrie aussi, il y a des gens qui sont parfaitement honnêtes, mais ils sont complètement noyés dans la masse, ils font leur boulot, ils savent pas trop ce qu'il y a avant, ils savent pas trop ce qu'il y a après, ils sont un maillon de la chaîne, bon eux sont honnêtes, bah c'est bien, tant mieux pour eux, bah ça va continuer, puis tant mieux, hein. Mais pour les autres, il va falloir effectivement et là on est en train de mettre un coup de vis terrible, hein. Donc maintenant la presse va devoir filer l'eau, et à partir du moment où les gens malhonnêtes seront dégagés, que les gens honnêtes prendront la succession et font un travail honnête, eh bien ils gagneront de fait leur lettre de noblesse, de fait. Et les gens, et le métier, l'industrie, j'aime pas ce terme, ça fait vraiment ennemi, l'industrie. Enfin bon, voilà, donc finalement c'est tout simple, il n'y a qu'à faire honnêtement ce qu'il y a à faire, et ça va tout seul. Les lettres de noblesse, elles seront envoyées par la poste, si je puis dire. Merci beaucoup Iliana, merci pour vos efforts de concision. On est un petit peu tard, mais bon, on est encore relativement dans les temps. Merci pour votre bonne humeur, pour être fidèle au poste, pour nos amis qui attendent vos réponses. J'invite à tous ceux qui nous écoutent et qui auraient envie de poser leurs propres questions ou reposer des questions éventuellement, des clarifications ou d'autres questions, peu importe. On traite, on fait aussi bien que possible. Envoyez-les comme d'habitude à l'adresse habituelle, à l'adresse rendez-vous à l'adresse habituelle pour les envoyer, où se trouve le formulaire d'envoi de vos questions, mamgt.link/question Haute-Viche, tel que ça apparaît sur l'écran. Merci Elialana, à tout bientôt, la semaine prochaine, lundi donc. Comme d'habitude, fidèle au rendez-vous. Oui, sans faute, avec plaisir, comme d'habitude. Je vous remercie aussi. Merci à ceux qui nous écoutent. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine et bon week-end à tous. Allez, bye bye.